Bonjour à tous et bienvenue pour le 11e débat du bar refait le monde. Donc on revient sur une formule plus traditionnelle comparée à la guerre des pingouins de la dernière fois et on va s'intéresser aujourd'hui au shutdown qui est survenu des 2 premières semaines d'octobre aux États-Unis. Donc le shutdown, qu'est-ce que c'est pour faire simple? Eh bien le shutdown c'est quand le gouvernement donc d'Obama n'est pas parvenu à se mettre d'accord avec les deux chambres qui constituent le pouvoir législatif aux États-Unis. Ils n'ont pas réussi à s'entendre pour voter le budget et par conséquent, quand si le 30 septembre à 23h59 ils se mettent pas d'accord pour voter le budget, eh bien il n'y a pas de budget. Donc en gros tout ce qui est financé par le gouvernement qui n'est pas par l'État américain qui n'est pas nécessaire et vital, c'est-à-dire les troupes, le maintien de l'ordre et les hôpitaux, et ben c'est mis en veilleuse. Donc il y a et c'est une situation quasiment de faillite de l'État américain. Et ça s'est poursuivi ainsi. C'est pas la première fois que ça arrive. Je reviendrai plus tard brièvement sur cette chronologie. Mais là, ça a coûté, d'après l'agence Standard Poor's, ça a coûté 24 milliards de dollars à l'économie des États-Unis. Donc, c'est simple 2 semaines d'affrontement où Obama et son gouvernement n'ont pas pu se mettre d'accord avec notamment la majorité républicaine présente dans la Chambre. Donc, forcément, c'est une situation de tension qui pose problème. 800 000 personnes se sont trouvées quand même temporairement au chômage, c'est pas rien. Et pour revenir à ces affrontements, c'est quelque chose de typiquement américain, un affrontement pareil. Dans notre vieille Europe, ça ne pourrait pas arriver, puisqu'on est la plupart du temps dans un système législatif, alors que aux États-Unis, on est dans un système présidentiel avec bicamériste, c'est-à-dire avec deux assemblées. Et quand ils ne parviennent pas à s'entendre, on se retrouve dans une situation impossible où on peut pas voter le budget, donc il n'y a pas de budget. Là, le fait est que c'était notamment sur des problèmes de plafond de la dette américaine où les républicains voulaient bien accepter de se mettre d'accord avec Obama, mais à condition qu'Obama retire ce qu'on a appelé l'Obamacare, qui est une mesure visant à permettre l'octroi de la sécurité sociale à 35 millions d'Américains, je crois. Donc évidemment, Obama n'a pas voulu retirer cette mesure. Il a tenu le bras de fer avec les républicains. Le gouvernement s'est effondré. Puis heureusement, euh, le 17 octobre 2013, ils ont réussi à trouver enfin une petite entente. Ils ont réussi en fait tout simplement à reporter euh, l'idée du plafond de la dette au 7 février 2014. Donc ils ont décalé un petit peu le débat et ils ont donc pu finalement se mettre d'accord. Et puis Obama nous a fait un discours comme quoi c'était la der des der, ils ne vont plus recommencer, etc. Et pourquoi la der des der? Parce qu'en fait, il y a eu déjà plusieurs problèmes comme ça de shutdown. Le dernier en date était avec Clinton en 95. Ça avait duré. En fait, il y avait eu il y avait eu deux séries deux shutdowns successifs, mais qu'on pourrait résumer en un seul. Donc le 13 novembre, du 13 novembre au 19 novembre et du 15 décembre au 6 janvier 96. Et bah tout simplement, ça avait coûté à l'époque 2 milliards à peu près de dollars au gouvernement et aux États-Unis. Aujourd'hui, ça en coûte 12 fois plus. On se rend compte quand même que c'est pas exactement la même dimension, même si ça a duré un petit peu moins longtemps. Donc c'est sur ce fait marquant de ce mois d'octobre qu'on va essayer de revenir. Et pour ça, j'ai 3 intervenants avec moi. Donc nous avons tout d'abord Vauban, Bonsoir. Impala Bonsoir. et The Rai. Bonsoir. Voilà, et donc moi Maxime veut toujours pour vous faire le présentateur et puis celui qui participe au débat après. Donc sans transition, nous allons passer au vif du sujet et à cette question du shutdown aux États-Unis. Qui veut prendre la parole en premier? Tiens, The Rai, Euh, si tu veux, The Rai, puisque qu'est-ce que tu as à dire sur ce shutdown? Et ben que je suis très déçu que les Américains ils aient réussi à s'entendre pour temporairement. Super, très Non, optimiste. plus sérieusement, c'est quand même assez impressionnant que la première puissance mondiale ait autant de mal à s'accorder sur un budget parce à cause du jusqu'au boutisme d'un parti, enfin d'une aile d'un parti. En l'occurrence, ce qui s'appelle le Tea Party, qui est l'aile la plus conservatrice du Parti républicain, et qui, cette minorité parmi le Parti républicain, a réussi à bloquer pendant 15 jours plus 17 jours en l'adoption fait. d'un budget pour les États-Unis d'Amérique.
Oui, mais les démocrates aussi, notamment sous Reagan, on a eu des moments où les démocrates s'en mêlaient. Donc ce n'est pas la faute que des vides républicains, même si Ouais, mais les deux dernières fois pour c'était les le républicains. Là, pour le coup, c'est la faute des républicains et des conservateurs républicains. C'est surtout ça. Donc, d'ailleurs, c'est ce qui est la plupart des sondages le montrent, c'est que entre Obama et les républicains, c'est plutôt Obama qui a gagné et les républicains qui ont fait n'importe quoi. C'est ce que C'était déjà ça montrent sous les Clinton. non, sondages. mais c'est le problème n'étant pas que ce soit les républicains. Ce que je trouve assez incroyable quand même, c'est que ils ont fait exactement la même chose sous Clinton avant sa réélection, et qu'en fait, c'était d'ailleurs été le plus gros shutdown depuis 1976, celui dont Maxime a parlé. Et en fait, ça a complètement bousillé la campagne des républicains après, et Clinton a été élu largement grâce à ça, hein. Donc en fait, ce qu'ils sont en train de faire, c'est une forme de suicide politique mené par une faction qu'on disait morte il y a quelques années. Il me semble qu'on avait eu son émergence avec Sarah Palin et la campagne de McCain. Il y avait encore avec Romney quelques partisans du Tea Party qui étaient bien représentés à l'avant des rangs républicains. Mais c'était un parti qui était, enfin une aile du parti qui était carrément en décadence et qui pourtant continue à peser apparemment au sein du parti républicain et même au sein des institutions des États-Unis. Donc c'est quelque chose de grave, surtout en connaissant l'extrémisme de cette aile-là, hein, quand même. Bah, c'est un bras de fer. Il joue entre guillemets avec la survie même de l'État, puisque il y a cette opposition. Et après, il s'engage forcément durant le shutdown une bagarre médiatique entre savoir qui est le gentil, qui est le méchant, où chaque camp diabolise l'autre. Je voudrais rajouter aussi par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur les 800 000 fonctionnaires qui effectivement sont allés en congé sans solde et qui sont aucune garantie d'être payés finalement. Et si, ils ont été, ça a été adopté au début de la crise, ils ont été payés. D'accord. Mais Seulement sur le coup, ils étaient, c'était pas forcé qu'ils soient payés. Bah, les premiers jours, non, et après, pendant la crise, les républicains et les démocrates sont mis d'accord pour un paiement rétroactif. D'accord. Après la fin de la crise. Et donc il faut savoir qu'aussi qu'il y a des 1 million de fonctionnaires qui sont, on va dire, irremplaçables pour le coup, qui ont eu un léger retard de salaire quand même. Donc et ça aurait pu être beaucoup plus grave pour eux. Ils auraient carrément pu avoir un gel des salaires jusqu'au déblocage de la situation. Ce qui fait qu'en fait, ça touche quand même pas mal de personnes et c'est quand même quelque chose qui a une répercussion réelle sur l'économie. Rien que pour les parcs et les monuments historiques, et les monuments historiques, les musées, tout ça. Tous ces sites étaient en fait fermés et ça a coûté cher au tourisme au sein du pays. On a eu un exemple en France, c'était le cimetière américain de Normandie. en Normandie, qui a été fermé pendant tout le shutdown et on voit bien donc qu'il y a des répercussions quand même qui sont assez importantes. Donc c'est pour ça que je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Je crois qu'en fait la technique du shutdown que les républicains avaient déjà tenté sous Clinton, ils la retentent encore, mais ça s'apparente véritablement à un suicide politique. Déjà à l'époque, c'était un suicide politique. Oui, mais ils ont essayé une fois, ça n'a pas eu les conséquences escomptées. Qu'ils le recommencent 2 fois, ça s'apparente un peu à de la stupidité. On va dire qu'ils sont incapables de tirer les conclusions du passé, sachant quand même que en tant que politique, ils devraient quand même avoir un minimum de jugement là-dessus. Donc je sais pas, moi je trouve ça assez bizarre cette stratégie républicaine à ce moment précis. Bah pour avoir lu justement un témoignage un avis d'un journaliste pro-républicain, justement, il montrait du doigt l'intransigeance d'Obama qui a refusé toute négociation et qui s'est déterminé jusqu'au bout à tenir ce bras de fer insensé contre les républicains, et les républicains se trouvant alors forcés de le poursuivre eux aussi de leur côté. Donc c'est encore la bataille médiatique, savoir qui est le méchant. Question,
son témoignage, il était quand pendant ou après la... C'était pendant, c'était au moment du début du shutdown, c'était pas un témoignage, Ouais, au début. c'était un Au avis début, d'un oui, journaliste. la presse républicaine était effectivement contre Obama et tout ça, mais à la fin, elle a clairement dit on a un parti de boulets. Oui, bah ça, c'est sûr qu'ils se sont rendus compte que finalement, les républicains étaient quand même certains, étaient assez Non, surtout formés. Obama n'a rien à négocier, il n'a pas un autre mandat à faire, il peut clairement se montrer intransigeant. Mm. D'autant plus que c'est une de ses mesures phares qu'il avait lancées durant sa campagne et qu'il est difficile de négocier sur Ouais. pour le coup. D'ailleurs, Obamacare a été clairement on va dire l'élément officiel déclencheur du shutdown, mais il me semble que sur le budget, c'était sur les taxes et les impôts et la proportion par rapport aux réductions des dépenses de l'État qui a eu en fait finalement le plus de négociations au fond de l'affaire. Et là non plus, Obama n'a pas cédé. Ce qui est logique après tout. Moi, j'aimerais revenir sur ce qu'a dit Maxime en introduction. Alors déjà, nous, en France, on a quand même un système bicaméral. Avec la Chambre, avec une Chambre et le Sénat. Et si on avait une situation à peu près similaire en France, on aurait une opposition, par exemple, entre la Chambre, entre les députés et le gouvernement. Cependant, on s'en arriverait jamais là, puisque la Chambre des députés pourrait voter une motion de censure. Et surtout, l'Assemblée a le dernier mot en cas de navette parlementaire, c'est toujours l'Assemblée qui a le dernier mot. De toute façon, elle peut dissoudre le gouvernement. Et donc elle peut demander un vote de confiance. Ouais. Le président peut aussi dissoudre l'Assemblée. Oui, aussi. Bah, c'est ce qu'a fait. C'est ce qu'a fait De Gaulle en 62. Enfin, c'est arrivé qu'une fois que la Chambre soit, que le gouvernement soit renversé par l'Assemblée. Que l'Assemblée nationale vote une motion de censure. Ouais, en 62. Et pour revenir donc aux Américains. Qu'il y a un paiement rétroactif des salaires et donc le plafond de la dette lui a été élevé, c'est ce que voulaient les républicains, donc une dette qui est à 16 700 milliards. Ouais. Le problème c'est que la dette, si elle n'était pas relevée, ils auraient été en faillite, et là ça aurait été beaucoup plus emmerdant que le shutdown. Oui, et mais le shutdown était quand même vachement emmerdant, puisque les agences fédérales étant fermées, elles ne pouvaient pas emprunter sur le marché pour pouvoir payer la dette, pour rembourser. Et du coup, c'était là la fin du shutdown a montré donc une grande satisfaction de Pékin, qui possède quand même des bons du Trésor à hauteur de 1277 milliards de dollars quand même. Donc c'est pas n'importe quoi. Ils ont été contents que la situation se débloque pour qu'ils puissent espérer revoir leur argent quand même. En effet, c'est sûr que c'est le genre de situation. Je sais que moi, je l'avais appris en cours d'anglais, cette situation qui m'avait un peu surpris, parce que forcément, en 95, j'étais encore pas bien grand, donc j'étais pas en mesure de savoir ce que c'était qu'un shutdown. Et quand on voit la superpuissance comme ça qui se retrouve divisée de l'intérieur et presque au point d'imploser, on se demande jusqu'où ça peut aller, cette obstination dans le conflit. C'est vrai que c'est particulier au système américain. Pour revenir sur ce que disait Impala, c'est vrai que la Chine, ça choquait pas mal de pays, principalement la Chine, qui a évidemment ses intérêts aux États-Unis. Et il y a eu vraiment un questionnement de la part de certains gouvernements sur la capacité des États-Unis à tenir le leadership mondial avec de telles faiblesses structurales au sein de ces institutions. D'ailleurs, j'ai une citation de l'agence d'État de Chine qui dit tandis que l'économie mondiale se débat, engluée dans la crise, les politiciens sur la colline du Capitole donnent l'impression d'être bien trop engagés dans leur lutte politique intestine pour garder en tête les responsabilités de leur pays en tant que première économie de la planète. Donc ça montre véritablement bien que l'économie américaine est une économie centrale, donc pour nous tous,
car c'est elle qui, comment dire, j'ai perdu le mot, qui investit dans notamment certains pays émergents d'Amérique du Sud aussi, et donc leur effondrement entraînerait directement une chute économique de certains pays qui sont en voie de développement dans un premier temps. Ensuite, bien sûr, les pays d'Europe, de l'Occident, comme la France et l'Europe entière presque. Ouais, je voudrais citer quand même un élément un peu plus léger dans cet événement qui était quand même assez lourd de conséquences pour les Américains et par-delà pour le reste du monde. Faut savoir que la NASA a eu des problèmes durant le shutdown pour son espace numérique. Et le parti pirate russe a proposé à la NASA de stocker et d'héberger toutes ces installations numériques pendant le shutdown. Ah, qu'est-ce qu'ils sont gentils, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on ferait sans eux? Donc c'est un léger troll. Léger À peine masqué. C'est de la subtilité russe, hein, mais c'est pour le coup c'était assez marrant. Non, mais c'est pour les narguer, c'est juste pour rigoler. C'est une blague entre deux vieux copains. Des blagounettes. Ouais. En tout cas, c'est sûr que c'était... Eh bien, ça faisait presque... Ça faisait pas encore... Non, ça faisait 17 ans que c'était arrivé, ce problème. 17-18 ans. 17, non, 18, si c'est 95, 18. Pas tout à fait, puisque ça s'est quand même poursuivi jusque début janvier. Donc c'était 17 ans et demi. Donc 95, 96, ça fait même un peu... Ouais, ça fait... 17 ans et demi à peu près. Et donc c'est sûr qu'on a retrouvé ce spectre du shutdown aux États-Unis. Et ça ravive certaines inquiétudes, c'est sûr, de se dire, notamment bien appuyé par la Chine, comme l'ont expliqué mes compagnons, comme quoi si la première puissance mondiale se permet de faire joujou comme ça au milieu de ses institutions, on se demande si elle est vraiment toujours aussi légitime à mener le leadership mondial. C'est quand même un jeu dangereux, même si ça un peu, y a-t-il un pilote dans l'avion? Voilà, c'est ça, y a-t-il un pilote dans le dirigeable? Et là, disons que c'est comme si deux pilotes se tapaient dessus pendant qu'ils faisaient un vol. Donc c'est un minimum risqué. Heureusement, ça se finit bien. Mais comme l'a dit Obama, il y a toujours un happy end. Il faut que ce soit la der des der, parce que sinon on n'est pas... Donc ça va reprendre en janvier. Du coup, rien n'est réglé. Il y a une seule catégorie finalement de la population qui est à peu près contente dans l'histoire du shutdown. C'est les investisseurs américains, parce qu'ils se disent que puisqu'il y a le shutdown, la croissance américaine en 2013 va souffrir, et du coup la Banque centrale américaine qui avait promis de pas faire fonctionner la planche de billets va continuer à la faire fonctionner, et du coup 2014 sera shutdown dur, mieux c'est finalement pour les affaires en 2015. Américain pour le moment qui est vraiment fixé sur la planche à billets de la Banque centrale américaine. C'est un jeu là encore très très dangereux de miser là-dessus. Surréaliste. Hein. C'est bien les gens prient pour que ça se passe mal. C'est ça, c'est un petit peu comme on observait en Europe avec le petit jeu, la spéculation sur la dette grecque qui l'a fait doubler. Là, on spécule sur la reprise des hostilités au sein du gouvernement états-unien. Moi, je vais faire une analogie qui peut paraître un peu aberrante pour certains, et qui le sera peut-être aussi, par rapport à ce que tu as dit, Vauban, voilà, sur une partie de la classe, sur les investisseurs américains, qui sont contents du shutdown. Et de la reprise de la continuité de la machine à billets. Et donc je vais le comparer à quelque chose que j'ai vu aujourd'hui sur l'économie médiévale avec l'ordonnance de 1360 qui vise à créer un nouveau franc, une monnaie plus forte. Et je trouve qu'avant, les rois de France s'amusaient
à dévaluer la monnaie parce que derrière, ils faisaient une décrise, c'est-à-dire que les gens ramenaient leur argent et on leur redonnait une nouvelle monnaie. Et cette monnaie était dévaluée. Ça fait que les gens avaient encore plus de monnaie, sauf elle valait même moins. Et sur toute la presse, toutes les machines et tout le processus, au final, le roi, mais aussi une partie des élites, des états généraux et des rentiers, se faisaient énormément là-dessus parce qu'ils avaient des taxes de seigneurage de brassage. Donc on avait au final une population qui était totalement intubée parce qu'elle s'en rendait pas compte, parce on leur prenait des grosses pièces et on leur en donnait plein de petites, mais qui au final valaient moins que les grosses. Du coup, ils avaient l'impression d'être plus riches qu'avant. C'est con, un paysan. Et du coup, la différence entre les deux allait directement dans les poches du roi, mais aussi des grands seigneurs qui étaient dans la confidence et des conseillers. Et donc voilà, on a cette analogie qui amène presque à un embryon de capitalisme personnel avec une spéculation et un jeu de spéculation sur la monnaie pour pouvoir s'enrichir soi-même. En effet, sauf qu'aujourd'hui, ce n'est pas le gouvernement qui va avoir la mainmise totale sur cette monnaie avec le système capitaliste. C'est pas eux qui sont les seuls à investir et ainsi à redistribuer dans l'économie. Ah, c'était surtout pour dire qu'on a toujours une classe au final qui n'est pas la plus défavorisée, qui arrive à profiter d'une situation qui n'est pas forcément bien agréable pour. Les crises profitent toujours à quelqu'un. Paradoxalement, les crises profitent toujours. Le contraire aurait été étonnant de toute façon. Sinon, quoi d'autre? Eh bien, ma foi, Zoraï, si tu veux rajouter quelque chose, que là, ça fait un petit moment que tu n'as plus parlé. Merde, mon micro. Qu'est-ce que j'avais lu qui était très intéressant là-dessus? Ah, je l'avais sur le... Bon, bah... Ah, merde. J'avais un truc intéressant. Vas-y, Zoraï, on croit en toi. Oui, c'est ça. Nous sommes tous avec toi. Ah là là, je regardais dans mes... Attends, je vais en profiter. Peut-être, dire que c'est l'échéance qui a été dite, qui est repoussée jusqu'au 15 janvier pour la discussion. Le 15 janvier, en fait, c'est les rouvertures des agences fédérales qui a pour échéance le 15 janvier. Tandis que le plafond de la dette n'a été relevé que jusqu'au 7 février. Donc on a encore un petit prolongement un peu plus long. C'est un prolongement qui est anecdotique finalement, parce que ça va rien changer. Les discussions, je pense, ils vont pas attendre le dernier moment pour commencer à... La question que je me pose, moi, c'est quel temps vont mettre les républicains pour comprendre que cette stratégie de faire un showdown et puis de repousser pour essayer de faire plier Obama va pas fonctionner, et que finalement ça va compromettre les élections futures avec sans Obama du coup, mais même pour leur propre parti, leur image va être très, très ternie de cette affaire. Encore. Je pense. T'as rien vu parce que les prochaines élections elles sont en novembre 2014. Ce sera quoi L'élection de la Chambre des députés, des représentants justement, il me semble. Ah, donc là ça va être encore plus drôle en janvier. Enfin, drôle. Chacun a sa façon de voir. Moi j'adore. On n'a malheureusement pas d'avis. Le problème étant que si les États-Unis sont en faillite au jour d'aujourd'hui, ça aura des répercussions mondiales. On va déguster sévère. Quelle idée. Bon, on est déjà en crise. Au point où on est dans la crise, voilà. on verra pas la différence. On a touché le fond, on peut plus creuser. Les McDo seront encore moins bons, c'est tout. Non, puisqu'on a dit que justement les investisseurs ils sont contents quand ça va mal, donc McDo il sera content. Ouais, mais ils devront prendre des produits. Non, mais ils sont contents quand ça va mal, mais quand même qu'il y a une solution qui est trouvée. Quand ça finit par s'effondrer, le château de cartes. Oui, voilà. En fait, ils parient sur le fait qu'il y aura une solution qui est trouvée, mais que ça influe suffisamment mal sur l'économie américaine pour que la planche à billets fonctionne, et que du coup ils soient gavés au niveau de la baisse du dollar pour les exportations. C'est ça. Bon, au final, quand on y réfléchit, la dévaluation de la monnaie va permettre peut-être de l'arrivée de nouveaux capitaux, de nouveaux investissements en Amérique. C'est peut-être aussi une stratégie.
Bah, c'était la stratégie utilisée par les Américains pendant toute la période. Finalement, depuis 2008, ils utilisent en permanence la planche à billets. Euh, mais au final, oui, ça a eu un impact, mais on voit bien que ça n'a pas non plus été la solution miracle parce qu'il y a encore beaucoup de problèmes liés à la crise aux États-Unis. Bah, Disons que tous les secteurs de l'économie américaine ne profitent pas autant de ces manœuvres que les unes que les autres, hein. ouais, bah c'est sûr, c'est aussi un peu la technique qu'utilise la majorité des pays en voie de développement, hein, la dévaluation de la monnaie pour attirer les capitaux. Et donc c'est ce que pratique la Chine d'ailleurs, et ce qu'on n'ose pas faire en Occident parce qu'on a le syndrome de la monnaie forte. On veut une monnaie forte. Facteur encore plus important aux États-Unis, c'est que les États-Unis ont le dollar américain qui est la monnaie, l'étalon référence des monnaies dans le monde au jour d'aujourd'hui, hein. Voilà. Et en plus, Donc, le dollar est moins fort que l'euro en plus. Et évidemment, ils ont un pouvoir exceptionnel du fait de cette monnaie étalon par rapport à leur banque centrale, hein. Et c'est vrai évidemment que l'euro est beaucoup plus fort, donc ça permet au niveau des exportations en Europe, ça permet une bonne marge. Ouais, quand tu vois que Steam ou que Google vendent ou Apple vendent leurs articles au même prix à parité euro-dollar, t'imagines les couilles qu'ils se font sur. Ah, mais ils en profitent. Ouais. Parce que tout le monde ne sait pas qu'un euro, c'est. Ça vaut plus qu'un dollar. Ouais, c'est presque un demi-dollar. Sinon, pour en revenir à la crise politique, en fait, le grand perdant, c'est le speaker du Congrès, donc l'équivalent de notre président de l'Assemblée nationale, plus ou moins. Donc, il s'appelle John non imprononçable. Boehner. Bon, bah, je vais le. Et quand je lis son nom, c'est pas grave. Maxime, il l'écrira dans la vidéo. Mais il est là, paf. Du coup, donc John Boehner, on va dire que ça se prononce comme ça, qui est donc le président plus ou moins de l'Assemblée de la Chambre des députés, la Chambre des représentants. Voilà, j'y arrive. Républicain du coup. Et en fait, il a été plus ou moins pris au piège par comme c'est lui qui doit soumettre les votes, c'est sur lui que a reposé toute la crise, puisque du coup, dès les premiers jours de la crise, il y a des républicains qui ont fait savoir qu'ils voteraient pour faire mettre fin à la crise si on leur demandait, si il y avait le vote. Genre une centaine de voix. Que ça aurait suffi avec les démocrates pour faire passer la loi. Mais du coup, ils ont pas été mis dans le speaker n'a pas mis le projet de loi jusqu'au dernier moment à voter. Ce qui empêchait donc du coup toute avance sur le dossier. Cet homme, John Boehner, il est républicain. Il est républicain piégé par le Tea Party, si c'est ça que tu veux dire. Non, mais je veux savoir. Oui, d'accord, voilà, c'est ce que je voulais savoir. Il est républicain comme un républicain moyen de nos jours, quoi. Je pense. Après, je connais pas assez. Comme Mitt Romney. Romney, il est modéré par rapport à certains Tea Party, hein. Donc, je disais que John Boehner était donc plutôt pas assez à droite pour le Tea Party, ce qui lui joue des tours parce que du coup, il a voulu essayer de se mettre le Tea Party dans sa poche, et de l'autre côté, t'as la moitié de sa majorité de son parti qui était pas d'accord avec lui, quoi. Il a joué au con en fait. Il a voulu contenter, il a joué sur la mauvaise carte en fait. Ouais, il a joué sur la mauvaise carte. Il l'a dit. On a mené le combat qu'il fallait, il se trouve juste que nous n'avons pas gagné. Oh, c'est profond. Donc on peut parler véritablement d'une défaite républicaine. Ah oui, défaite en race compagne. Combat engagé par les républicains et perdu. En même temps, par ça va être très intéressant parce qu'on remarque quand même que en ce moment les républicains aux États-Unis sont quand même en une posture qui est quand même assez difficile, hein. Faut dire qu'ils ratent tout ce qu'ils entreprennent depuis un moment. Depuis que W. Bush est parti.
Je crois qu'ils ont gagné des élections, mais Bah oui, oui, celle ils étaient- de la Chambre des représentants. Voilà, ils sont à la ouais, Chambre c'est des la Chambre des représentants. représentants. Mais Non, ils ont pas eu de shutdown. même par rapport à ça, leur cote de popularité a pris un sacré coup quand même. Bah, en plus, là, sur le coup, on a d'un côté Obama qui défend la sécurité sociale pour tous les gentils américains, et de l'autre côté, les républicains qui veulent pas de son système de sécurité sociale. Alors, c'est sûr que leur image. Impala, c'est pas parce que les républicains sont complètement débiles vu de France qu'il faut pour cela donner un système totalement manichéen pour Non, mais c'est Mais sûr. le monde est manichéen, oui. Non, C'est pardon. l'image qu'ils peuvent renvoyer à la population. Non, mais c'est sûr que c'est surtout les gaffes à répétition du Tea Party et de beaucoup de républicains. Alors, il y a des personnes comme McCain qu'on aime ou qu'on n'aime pas qui sont à peu près corrects quand même au niveau type politique, mais on l'a vu avec Mitt Romney, même aux États-Unis, il y a des trucs qui sont pas passés quoi. Ils ont un mauvais karma, les républicains. Fallait pas faire de French bashing, c'est tout. Que du mauvais karma. De toute manière, je viens de savoir pourquoi. Enfin, je viens de trouver une raison pour laquelle John Bonner il est pas aimé des Tea Party qui sont des conservateurs plutôt Oh, Dieu. comment on va dire Extrême. bah protestants et tout ça. Il est catholique. Aïe. Comme Kennedy. Ah bon, bah on sait comment il va finir alors. Non, plus sérieusement, bah je pense qu'on a quand même assez bien fait le tour, assez rapidement certes, mais on a bien fait le tour du sujet. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Oui. Je- De toute façon, là, à ce niveau, De plus. Hein. sans analyser tout à fond, ce qu'on pourrait pas faire et ce qu'on n'a pas forcément le niveau et le temps, je pense qu'on a on a une vue d'ensemble assez synthétique de la situation et de toute façon on peut pas aller plus loin avant Oui, la avant que reprise des l'acte discussions. l'acte final Voilà. se joue. Alors, on se retrouve au début de l'année prochaine pour en savoir davantage sur l'état dans lequel se trouveront les finances des États-Unis d'Amérique. En attendant, eh bien, portez-vous bien et puis dans un futur plus proche, eh bien, ce sera une discussion, on me l'a demandé, sur la guerre au Vietnam. Donc c'est là-dessus qu'on va revenir. Néanmoins, pour ce soir, ce sera tout. Et je vous souhaite donc une bonne semaine. Et merci à tous les participants ici présents d'être venus et d'avoir apporté votre sagesse et vos connaissances à ce débat. Il est temps de dire au revoir. Bonsoir. Bonsoir. Au revoir.